Je vais te dire quelque chose qui va retourner l'estomac de toute personne ayant un minimum de décence. Pendant 10 ans de ma vie, l'être humain que j'aimais le plus au monde, celui que j'avais élevé avec tant de soin, celui que j'avais mis au monde dans la douleur et la joie, cette même personne m'a violé tous les jours pendant 10 ans, alors que je restais là, paralysée, incapable de bouger même mon bras gauche pour me défendre. Mon propre fils m'a violée pendant une décennie entière. Et le pire, c'est qu'il le faisait en faisant semblant de prendre soin de moi. Ça peut sembler être quelque chose sorti d'un film d'horreur, mais ça s'est passé ici même, à Savannah, en Géorgie, dans ma propre maison, sous le même toit où je l'avais élevé en pensant élever un homme bien. Je m'appelle Eleanor Bennett, j'ai 72 ans et je vis ici à Savannah, en Géorgie. Les gens qui me voient aujourd'hui vendre mes herbes médicinales au marché fermier de Forsyth, avec ma petite boutique remplie de plantes guérisseuses, qui me voient parler avec les gens, donner des conseils sur les tisanes et les remèdes, n'imaginent même pas l'enfer que j'ai traversé. Les gens me connaissent comme Miss Ellie des herbes, cette dame qui a toujours un sourire sur le visage et un mot de réconfort pour ceux qui souffrent. Mais derrière ce sourire, il y a une histoire que j'ai cachée pendant très longtemps, jusqu'au jour où j'ai décidé que je ne pouvais plus me taire. Avant de continuer cette histoire lourde, dis-moi en commentaire quel est ton prénom et d'où tu écoutes. Je veux savoir qui sont ces personnes courageuses qui ont la force d'entendre la vérité brute de la vie. Parce que l'histoire que je vais raconter n'est pas pour n'importe qui. C'est une histoire qui va te toucher d'une manière à laquelle tu ne t'attendais peut-être pas. Mais je dois la raconter, parce que je sais qu'il y a d'autres femmes qui vivent ce que j'ai vécu, et peut-être que mon courage leur donnera du courage aussi. Chaque mot que je prononce ici est vrai. Chaque détail s'est réellement produit, et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi il m'a fallu si longtemps pour avoir le courage d'en parler. Ma vie n'a pas toujours tourné autour des plantes et des remèdes naturels. J'ai travaillé dans une usine textile ici à Savannah, à coudre toute la journée, à gagner mon argent durement pour élever mon fils seul. L'usine était dans le quartier industriel, un grand bâtiment bruyant où des centaines de femmes passaient la journée penchées sur des machines à coudre, à fabriquer des vêtements que nous ne pouvions même pas nous payer nous-mêmes. Le père de Junior m'a quitté quand il a su que j'étais enceinte. Il a dit qu'il ne voulait pas de responsabilité, qu'il était trop jeune pour être père. C'était un beau garçon, issu d'une bonne famille, qui avait rempli ma tête de promesses, puis avait disparu quand il a vu que les choses devenaient sérieuses. J'avais seulement 19 ans quand Junior est né, mais j'ai décidé que j'allais élever ce garçon avec beaucoup d'amour et lui donner tout ce que je n'avais pas eu pendant mon enfance. Ma propre mère était morte quand j'étais petite. Mon père était un homme dur, qui ne savait pas montrer de l'affection. Je m'étais promis que mon fils serait différent, qu'il grandirait en sachant qu'il était aimé, qu'il aurait toutes les opportunités que je n'avais jamais eues. Avec le recul, je pense que c'est justement cet amour excessif qui a fini par le gâter, qui lui a fait croire qu'il pouvait tout faire avec moi. J'ai travaillé comme une damnée pendant plus de 20 ans dans cette usine. Je me levais à 5 heures du matin, je préparais le petit déjeuner, je laissais le déjeuner prêt pour que Junior le réchauffe en rentrant de l'école, je prenais 2 bus pour arriver à l'usine avant 7 heures. L'usine était un endroit chaud, étouffant, plein de poussière de tissus et de produits chimiques. Je passais toute la journée penchée sur la machine à coudre, à faire la même chose des milliers de fois par jour. C'était un travail qui me brisait le dos, me fatiguait les yeux, me raidissait les doigts à force d'appuyer sur la machine. Je rentrais à la maison à 18 heures, morte de fatigue, mais il fallait encore faire le dîner, aider Junior avec ses devoirs, laver le linge, nettoyer la maison, tout préparer pour le lendemain. C'était une routine qui me détruisait à l'intérieur. Mais je supportais tout en pensant à l'avenir de mon fils. Le week-end, quand je ne lavais pas ou ne faisais pas le ménage, je l'emmenais au parc, je lui achetais une glace, j'essayais de lui donner l'enfance que je n'avais jamais eue. J'économisais chaque centime que je pouvais pour acheter des fournitures scolaires, de bons vêtements, des chaussures neuves quand ses pieds grandissaient. Junior était un garçon affectueux. Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Il m'aidait à la maison, balayait la cour, sortait les poubelles, me disait qu'il m'aimait, me promettait que quand il serait grand, il prendrait soin de moi. Ces mots me donnaient la force de continuer à travailler dur tous les jours. Je rêvais du jour où il serait diplômé, trouverait un bon travail, et que nous pourrions avoir une vie plus tranquille. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'à l'intérieur de ce garçon que j'élevais avec tant de sacrifices, grandissait un monstre, que toute cette affection que je lui donnais était interprétée de manière malade. À l'école, Junior était toujours un élève moyen. Il n'était pas parmi les meilleurs, mais il ne posait pas de problème non plus au professeur. Il était calme, obéissant, faisait ses devoirs sans se plaindre. J'allais à toutes les réunions de parents d'élèves, je parlais avec les professeurs, et j'entendais toujours qu'il était un garçon poli, respectueux. Personne ne s'en plaignait jamais.
Il n'a jamais eu de problème de comportement. Alors j'étais à l'aise, je pensais que je l'élevais bien, que j'étais sur la bonne voie. Quand il a eu 18 ans, j'ai commencé à remarquer d'étranges changements dans son comportement. D'abord, c'était les regards. Il me regardait d'une manière différente, surtout quand je me changeais ou que je sortais de la douche. C'étaient des regards persistants qui me mettaient mal à l'aise, mais j'essayais de les ignorer. Parfois, j'avais l'impression que quelqu'un me regardait quand j'étais dans la chambre ou la salle de bain, mais quand j'allais vérifier, il était loin, en train de regarder la télévision ou sur son téléphone. Je pensais que tout cela n'était que dans ma tête, que je devenais paranoïaque à force de travailler autant. Il a aussi commencé à devenir plus collant avec moi, plus affectueux d'une manière qui n'était pas normale entre une mère et un fils adulte. Il voulait me serrer dans ses bras tout le temps. Il me faisait des bisous sur la joue qui duraient plus longtemps que d'habitude. Il trouvait toujours des excuses pour s'appuyer contre moi, pour me toucher. Quand j'étais dans la cuisine, il venait derrière moi et me serrait dans ses bras, pressant son corps contre le mien d'une manière qui me faisait me sentir étrange. Quand je me plaignais, il riait et disait qu'il était affectueux au point de ne même pas pouvoir serrer sa propre mère dans ses bras. Une fois, il a dit qu'il voulait me faire un massage parce que j'étais très fatiguée du travail. Je l'ai laissé penser que c'était l'affection d'un fils, mais son massage était étrange. Ses mains ont commencé sur mes épaules comme elles le devraient, puis sont descendues dans mon dos, sur le côté de mon corps, se rapprochant de mes seins. Quand j'ai dit quelque chose qui n'était pas bien, il a ri et a dit que j'exagérais, qu'il essayait juste de soulager ma tension, que je voyais le mal là où il n'y en avait pas. Les choses ont progressivement empiré d'une manière si subtile qu'il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce qui se passait. Il a commencé à entrer dans ma chambre sans frapper, toujours avec une excuse. Il a dit qu'il voulait me demander quelque chose sur l'école ou qu'il cherchait quelque chose que j'avais emprunté ou qu'il voulait parler du travail. Mais j'ai remarqué que ses yeux étaient rivés sur mon corps d'une manière qui n'était pas normale entre mère et fils. Quand j'étais en chemise de nuit, il mettait plus de temps à partir, restant là à parler de n'importe quoi juste pour continuer à regarder. Quand je disais quelque chose à propos de ce comportement étrange, il se mettait en colère et disait que j'avais l'esprit sale, qu'il voulait juste me parler, que j'interprétais mal les choses. Il a dit que j'étais devenant paranoïaque en pensant que c'était l'effet de la fatigue du travail qui me faisait me reposer davantage. Il m'a fait me sentir coupable de me méfier de lui parce que je voyais le mal là où il disait qu'il n'y en avait pas une nuit. Il est rentré un peu ivre et a essayé de dormir dans mon lit. Il a dit qu'il avait peur d'avoir fait un horrible cauchemar où il ne pouvait pas dormir seul. Je l'ai laissé s'allonger en pensant que c'était temporaire et que le lendemain il retournerait dans sa chambre, mais pendant la nuit, je l'ai senti bouger étrangement en pressant son corps contre le mien, en mettant sa main sur ma taille, sur ma jambe. Quand je me suis réveillée en sursaut et que je lui ai demandé ce qu'il faisait, il a fait semblant d'être dans un sommeil profond le lendemain. Quand j'en ai parlé au petit déjeuner, il a dit que j'avais rêvé, que rien de tout cela ne s'était produit, que je confondais les rêves avec la réalité. Il a dit qu'il était courant pour les gens qui travaillent beaucoup d'avoir des cauchemars réalistes, que je devais mieux prendre soin de moi. Il m'a fait douter de ma propre mémoire, de ma propre perception de ce qui s'était passé. J'ai commencé à avoir peur de mon propre fils, mais en même temps je me sentais coupable de penser ces choses à son sujet. Après tout, c'était mon garçon, le fils que j'avais élevé avec tant d'amour, tant de sacrifices. Comment ai-je pu soupçonner quelque chose d'aussi horrible? Comment ai-je pu imaginer que mon propre fils avait des pensées impures à mon sujet? J'ai essayé de me convaincre que j'imaginais des choses, que le travail pénible me rendait folle, que je devais arrêter de voir le mal là où il n'y en avait pas. J'ai commencé à éviter d'être seule avec lui à la maison. Je trouvais toujours quelque chose à faire quand il était là. J'ai commencé à verrouiller la porte de ma chambre, quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'ai changé mes habitudes de bain. Je m'habillais dans la salle de bain au lieu de la chambre, mais tout cela me rendait encore plus anxieuse parce que je ne comprenais pas pourquoi je prenais ces précautions contre mon propre fils. Mais ensuite est arrivé ce jour qui a changé ma vie pour toujours, qui a divisé mon existence en avant et après. C'était un lundi matin, 15 mars 1998. La journée avait commencé normalement comme toutes les autres. Je me suis réveillée à 5 heures du matin comme toujours. J'ai préparé le petit déjeuner, j'ai organisé mon déjeuner, je me suis préparé pour le travail. Junior dormait encore quand j'ai quitté la maison. C'était une chaude journée d'été, mais avec une brise agréable qui rendait la matinée agréable. Je suis arrivé à l'usine à l'heure habituelle, je me suis pointé, je me suis assis à ma machine à coudre et j'ai commencé à travailler. Je terminais un lot de vêtements pour femmes qui devait être livré avant le déjeuner. Je me souviens que je me concentrais sur le travail en essayant de terminer cette commande à temps quand soudain j'ai ressenti une horrible douleur à la tête, comme si quelqu'un m'avait frappé violemment à la nuque avec un marteau. La douleur était si intense que ma vision s'est immédiatement assombrie. J'ai senti le sol tourner sous mes pieds. Une horrible sensation que tout tournait autour de moi. J'ai essayé de m'accrocher à la table de la machine, mais je n'ai pas pu. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être tombé de ma chaise en entendant le bruit des autres machines s'arrêter. Les femmes criaient et couraient dans ma direction.
Après cette panne totale, j'étais à l'usine à ma machine à coudre habituelle en train de terminer un lot de vêtements pour femmes qui devait être livré avant le déjeuner. Soudain, j'ai ressenti une horrible douleur à la tête, comme si quelqu'un m'avait frappé avec un marteau. Ma vision s'est assombrie. J'ai senti le sol tourner et la dernière chose dont je me souviens, c'est d'être tombée de ma chaise. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital avec un tas de machines connectées à moi. Le médecin m'a expliqué que j'avais eu un accident vasculaire cérébral. Hémorragie cérébrale, il a dit que j'étais très jeune pour ça, que ça arrivait normalement aux personnes âgées, mais que le stress du travail et de la vie y avait beaucoup contribué. Le côté gauche de mon corps était tout engourdi, je ne pouvais pas bouger correctement mon bras ou ma jambe gauche. C'est à ce moment-là que ma vie s'est transformée en un véritable enfer. J'avais besoin d'aide pour tout, pour prendre un bain, pour m'habiller, pour aller aux toilettes, pour manger. Junior, qui avait 22 ans à l'époque, a proposé de prendre soin de moi. Il a dit qu'il abandonnerait tout et qu'il consacrerait sa vie à prendre soin de moi, car j'avais consacré toute ma vie à prendre soin de lui. À l'époque, j'étais émue par un tel dévouement. Les premiers jours à la maison étaient normaux. Il m'a aidé à prendre soin de moi, m'a emmené aux toilettes, m'a nourri, m'a aidé à prendre un bain. J'étais reconnaissante d'avoir un fils si attentionné. Mais ensuite, les changements ont commencé. D'abord, il a dit qu'il ne pouvait laisser personne d'autre prendre soin de moi, car lui seul savait comment le faire correctement. Il a renvoyé la femme que l'assistante sociale avait désignée pour m'aider quelques heures par jour. Martha était une femme d'une 50aine d'années, très attentionnée, qui venait 3 fois par semaine. Pour me donner un bain et faire de la physiothérapie de base, elle avait de l'expérience dans les soins aux personnes victimes d'AVC, savait comment gérer la paralysie, était douce et respectueuse. Mais Junior a commencé à lui trouver des défauts. Il a dit qu'elle était négligente, qu'elle ne faisait pas les choses correctement, qu'elle me faisait mal pendant les exercices. Il a inventé tellement de plaintes que la pauvre femme a fini par quitter son travail. Après cela, il a commencé à dire que j'étais très sale, que j'avais besoin de bains plus longs, qu'il devait mieux me nettoyer parce que personne d'autre ne le ferait avec le soin nécessaire. Les bains qui duraient 10 minutes avec Martha ont commencé à durer plus d'1 heure avec lui. Il a dit qu'une personne paralysée accumule la saleté dans des endroits que les gens normaux ne peuvent même pas imaginer. Que si elle n'est pas nettoyée correctement, cela peut provoquer une infection grave. Que je pourrais même mourir si je n'avais pas une hygiène adéquate. Ses mains ont commencé à s'attarder plus longtemps sur certaines parties de mon corps, en particulier sur mes seins et mes parties intimes, toujours avec ses excuses de nettoyage en profondeur. Quand je me suis plainte que ce n'était pas bien, que cela n'avait pas besoin de prendre autant de temps, il a dit que c'était comme ça que les gens qui je ne pouvais pas bouger correctement, il fallait me nettoyer plus soigneusement, je ne comprenais rien aux soins médicaux. Il a dit qu'il avait fait des recherches sur Internet concernant l'hygiène des personnes alitées, que des sites spécialisés recommandaient un nettoyage méticuleux, que je devais être reconnaissante qu'il ait eu la patience de le faire. J'ai essayé de discuter, mais il avait toujours une réponse toute prête, toujours une justification médicale pour chaque chose dégoûtante qu'il faisait. J'ai commencé à réaliser que quelque chose n'allait vraiment pas quand il a commencé à me toucher d'une manière qui n'avait rien à voir avec le nettoyage. C'étaient des attouchements persistants, des attouchements qui m'affectaient d'une manière qui me laissait à la fois dégoûtée et terrifiée. Il passait sa main sur mes seins en faisant des mouvements circulaires, disant qu'il vérifiait s'il n'y avait pas de nodules, que les femmes paralysées ont un risque plus élevé de cancer en raison d'une mauvaise circulation. Il touchait ma zone intime avec ses doigts, les insérant là où il ne devrait pas, disant toujours qu'il nettoyait les sécrétions, qu'il vérifiait s'il n'y avait pas d'infection. Mais j'étais là, dépendante de lui pour tout, incapable même de sortir du lit seule. Que pouvais-je faire? Mon côté gauche était complètement mort. Je ne pouvais même pas le repousser avec ma main droite parce que je n'avais aucune force. C'était comme être coincé dans mon propre corps, voir et ressentir tout ce qui m'arrivait mais incapable de réagir. Le sentiment d'impuissance était désespéré. Cela m'a laissé paniquer. Mais cela ne servait à rien de crier parce qu'il n'y avait personne pour m'entendre. La situation a continué à empirer progressivement, ce qui m'a fait me demander si je devenais folle ou si c'était vraiment en train d'arriver. Il a commencé à tout contrôler dans ma vie. Les visites que je pouvais recevoir, les médicaments que je prenais, la nourriture que je mangeais, les programmes que je regardais à la télévision. Il a dit que c'était pour mon bien, qu'il savait mieux que quiconque ce dont j'avais besoin, qu'en tant que principal soignant, il était responsable de toutes les décisions relatives à ma santé et à mon bien-être. Il nous a complètement isolés du monde. Il ne laissait même pas les voisins entrer pour me voir. Quand quelqu'un apparaissait à la porte, il répondait et disait que je dormais, que j'avais mal ou que le médecin avait recommandé un repos absolu.
Il inventait toujours une excuse différente pour éloigner les gens. Avec le temps, tout le monde a arrêté de venir, croyant que j'avais vraiment besoin d'isolement pour récupérer. Et les abus ont continué d'augmenter de jour en jour jusqu'à atteindre le point que vous ne pouvez même pas imaginer ce que ce monstre était capable de faire. Mais attendez, avant d'aller directement à la fin de cette terrible histoire, je dois commencer par le début de ma vie parce que sinon vous ne comprendrez pas comment un fils peut se transformer en un monstre comme ça, comment une personne que vous avez élevée avec tant d'amour peut se transformer en une créature aussi cruelle après avoir quitté l'hôpital complètement dépendante de lui pour tout. C'est là que le vrai cauchemar a commencé. Ce que je pensais être les soins d'un fils dévoué s'est transformé en la chose la plus dégoûtante qu'une mère puisse traverser dans la vie. C'était comme s'il avait attendu des années pour cette opportunité, comme si ma paralysie était exactement ce qu'il avait voulu dans les premières semaines à la maison alors que je m'adaptais encore à la nouvelle réalité de ne pas pouvoir bouger correctement. Il a dit qu'il devait m'examiner tous les jours pour voir si je ne développais pas d'escarres à force de rester allongé trop longtemps. Il a dit qu'il avait fait des recherches sur Internet sur les soins aux personnes alitées, et que les personnes qui restent au lit pendant longtemps peuvent avoir d'horribles blessures si elles ne sont pas bien soignées. Il m'a même montré des photos impressionnantes d'escarres infectés qu'il avait imprimées. Il a dit que cela pouvait arriver pour moi, si je n'étais pas bien soigné. Je le croyais, n'est-ce pas? Il était mon fils, la seule personne que j'avais au monde. Pourquoi aurais-je douté de lui? Il semblait si préoccupé par moi, si dévoué. Il parlait avec une telle autorité des risques médicaux auxquels je faisais face. Mais ses examens ont commencé à durer de plus en plus longtemps et ses mains ont commencé à aller à des endroits qui n'avaient rien à voir avec le soin des escarres. Il a examiné chaque centimètre de mon corps, il a dit qu'il devait tout vérifier, que des escarres pouvaient apparaître n'importe où. Il a commencé à dire que mes seins avaient l'air différents, qu'ils semblaient gonflés, qu'il devait les masser pour améliorer la circulation sanguine. Il a dit avoir lu sur des sites spécialisés que les femmes qui restent longtemps au lit peuvent avoir des problèmes de circulation mammaire et que le massage était fondamental pour éviter de graves complications. Ses mains sont restées là longtemps, serrant, bougeant, faisant des mouvements qui m'ont laissé une horrible sensation au creux de l'estomac, un mélange de dégoût, de peur et de confusion. Quand je disais que ça faisait mal ou que je n'aimais pas ses contacts, il répondait que c'était comme ça, qu'au début ça vous dérange toujours, mais qu'après, le corps s'y habitue et s'améliore même. Il a dit que je ne pouvais pas être égoïste, qu'il sacrifiait son temps pour prendre soin de moi, que je devais collaborer au traitement si je voulais guérir. Il a dit cela avec une conviction qui m'a fait douter de mes propres sentiments, m'a fait penser que j'interprétais peut-être mal ses contacts. Le premier véritable incident, celui qui a marqué le début des abus les plus graves, s'est produit pendant un bain un jeudi après-midi. Il a dit que j'étais très sale en bas et qu'il devait nettoyer correctement, sinon j'aurais une terrible infection urinaire qui pourrait me tuer. Il a commencé à me toucher d'une manière qui n'avait rien à voir avec le nettoyage, insérant ses doigts là où il ne fallait pas, disant qu'il enlevait la saleté accumulée que je ne pouvais pas enlever moi-même à cause de la paralysie. J'ai essayé de fermer mes jambes, j'ai utilisé toute la force que j'avais dans le côté droit de mon corps pour essayer de me protéger. Mais il s'est accroché fermement et a parlé avec cette voix faussement affectueuse. « Maman, détends-toi, je suis ton fils. Il n'y a rien de mal à ça, tu m'as donné des bains toute ma vie quand j'étais enfant, tu m'as nettoyé les fesses, tu m'as appris l'hygiène, maintenant c'est à mon tour de prendre soin de toi. » La comparaison était absurde et dégoûtante, mais il parlait avec un tel naturel que pendant un instant je me suis demandé si j'exagérais à partir de là. Les bains se sont transformés en une véritable torture, des séances d'horreur que je savais arriver tous les jours et que je ne pouvais pas éviter. Il passait plus d'une heure à me nettoyer. Toujours avec ses excuses dégoûtantes sur l'hygiène et la santé, il disait qu'une femme paralysée avait besoin de soins spéciaux, que je ne comprenais rien à la médecine, qu'il avait tout recherché sur Internet et savait exactement ce qu'il faisait, et j'étais là, incapable de bouger correctement, dépendant de lui pour tout, sans aucun moyen de résister ou de m'échapper. C'était un sentiment de désespoir que je ne peux pas expliquer, un mélange de terreur, de dégoût et d'impuissance. Puis ont commencé les attouchements qu'il appelait médicinaux. Toujours avec cette excuse que c'était un traitement médical, il disait qu'il devait me masser le ventre tous les jours pour que mes intestins fonctionnent correctement, que les personnes paralysées avaient des problèmes de constipation et que seul le massage abdominal était possible, résout le problème, que s'il ne faisait pas ça, je pourrais avoir une occlusion intestinale et mourir. Mais ces massages étaient étranges, ils commençaient par le ventre mais continuaient à descendre jusqu'à atteindre des endroits qui n'avaient rien à voir avec les intestins. Quand je me plaignais, il se mettait en colère et criait « Maman, veux-tu aller mieux ou pas? Veux-tu mourir d'une infection? Je suis là pour te sauver et tu continues à te plaindre. » La manipulation psychologique était la pire de toutes, pire encore que la violence physique. Il répétait les mêmes phrases tous les jours comme un mantra qui me brisait de l'intérieur. « Maman, tu dépends de moi pour tout. Si je ne suis pas là, qui prendra soin de toi, qui te nourrira, t'emmènera aux toilettes, te donnera des médicaments, qui sera patient avec un ?» Il a dit ça pendant qu'il me touchait de manière inappropriée, comme si c'était là
Chose la plus normale au monde, comme si je devais être reconnaissante qu'il soit là, qu'il se sacrifiait pour moi. Il a dit que j'étais un fardeau pour quelqu'un d'autre, que lui seul avait la patience de s'occuper d'un comme moi, que s'il m'abandonnait, je pourrirais dans une horrible maison de retraite où personne ne se soucierait de moi. Il a peint une image si terrible de moi, situation où j'étais terrifiée rien qu'à penser à la possibilité d'être sans lui, même en sachant que ce qu'il me faisait était mal. C'était un cycle malsain de dépendance et de peur. Quand j'essayais de résister davantage, me plaindre plus fort ou d'essayer de le pousser avec la main qui fonctionnait encore, il commençait par des menaces subtiles mais très efficaces. Il parlait avec cette voix calme et contrôlée. Maman, qui va croire un paralytique contre moi? Tout le monde ici dans le quartier, dans toute la ville, me connaît comme le fils dévoué qui a tout abandonné pour prendre soin de sa mère malade. Si tu commences à inventer des mensonges sur moi, ils penseront que tu es devenu fou à cause de l'AVC, que tu as des délires. Ces mots m'ont blessé comme un couteau parce que je savais qu'il avait raison, qui me croirait contre lui. Il a commencé à contrôler absolument tout dans ma vie, chaque détail de ma routine. Il ne laissait plus personne entrer dans la maison, pas même les voisins qui venaient me rendre visite de temps en temps. Quand Madame Johnson de la maison d'Axe en grave côté apparaissait à la porte pour me demander comment j'allais, il répondait et disait que je dormais à cause du médicament puissant que le médecin avait recommandé, le repos absolu, que les visites m'ont rendu agitée et ont entravé mon rétablissement. La pauvre femme, il partait inquiet, pensant qu'elle m'aidait en ne me dérangeant pas. Il a dit à tout le monde que j'étais très affaiblie, que le médecin m'avait recommandé un repos absolu, que les visites m'agitaient et entravaient mon rétablissement. Il nous a complètement isolés du monde. Je n'avais aucun contact avec personne d'autre que lui. Les menaces sont devenues plus claires. Il a dit que si je disais quoi que ce soit à quelqu'un, il me mettrait dans une maison de retraite et dirait que j'avais une démence à cause de l'AVC. Il a dit qu'il connaissait des gens qui travaillaient dans ces endroits et que je pourrirais là-bas, maltraitée par des inconnus, mangeant de la mauvaise nourriture sans personne pour me défendre. Il a peint une image si terrible que j'étais terrifiée rien qu'en y pensant. Puis vint le jour où il décida de prendre soin de mes besoins intimes d'une manière que je ne pourrai jamais oublier. Il dit que j'étais restée trop longtemps sans repos et que c'était mauvais pour la santé de toute femme, surtout une paralytique. Il dit qu'il avait fait des recherches et que les médecins recommandaient des exercices spéciaux pour les femmes dans ma situation. Quand j'ai compris ce qu'il voulait faire, j'ai essayé de crier mais il m'a couvert la bouche et a dit « Personne n'entendra de toute façon maman, et s'ils le font, ils penseront que tu cries de douleur à cause de la paralysie. » À partir de ce jour, ma vie s'est transformée en un enfer complet. Il a établi une horrible routine. Le matin, le bain avec les attouchements dégoûtants. L'après-midi, la physiothérapie qu'il a inventée et qui incluait le fait qu'il me touchait partout. La nuit, les soins spéciaux qui me laissaient en état de choc, toujours avec ses excuses sur la santé et les médicaments comme s'il me rendait service. Pendant le changement de couche dont j'avais besoin à cause de la paralysie, il prenait un temps absurde à me nettoyer, touchant toujours là où il ne devrait pas, toujours avec cette excuse qu'il me gardait propre et en bonne santé. Il disait que si j'avais une infection à cause de la saleté, je pourrais mourir et qu'il ne voulait pas que ça arrive parce qu'il m'aimait beaucoup. Le pire, c'est qu'il faisait tout ça en parlant d'amour. Il disait « Maman, je fais ça parce que je t'aime. Parce que tu es la femme la plus importante de ma vie. Parce que je ne peux pas vivre sans toi. » Il mélangeait les déclarations d'amour avec des actes dégoûtants, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Je ne comprenais pas comment une personne pouvait parler d'amour tout en faisant une telle chose. Il a aussi commencé à me donner des médicaments qui n'étaient pas ceux que le médecin avait prescrits. Il a dit qu'il avait acheté des vitamines spéciales pour me rendre plus forte, mais je soupçonnais que c'était des médicaments pour me rendre plus somnolente et moins résistante. Après avoir pris ces vitamines, je devenais plus molle, plus confuse, sans même avoir la force de crier correctement quand il abusait de moi. La première agression sexuelle complète a eu lieu une nuit que je n'oublierai jamais. Il est venu dans ma chambre après minuit, ivre, en pleurs, en disant qu'il souffrait beaucoup de ne pas avoir de petite amie, qu'aucune femme ne voulait être avec lui parce qu'il consacrait tout son temps à prendre soin de moi. Il a dit que j'avais l'obligation de l'aider, car c'était de ma faute s'il ne pouvait pas avoir de petite amie. Ce qui s'est passé après était si horrible qu'à ce jour je me réveille en hurlant à cause de cauchemars après cette nuit. Il a dit que maintenant nous avions une relation spéciale, que j'étais plus qu'une mère pour lui, que nous étions un couple et que personne ne pouvait le savoir parce que les gens ne comprenaient pas le véritable amour. Il a dit que ce qui s'était passé entre nous était une chose de Dieu, que c'était le destin que la paralysie soit arrivée pour que nous soyons plus proches. Ça. Folie ne connaissait pas de limite. Réponds-moi honnêtement, penses-tu qu'une mère a l'obligation de pardonner à un fils quoi qu'il fasse? Parce que j'ai une opinion très controversée à ce sujet. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que ce que vous allez entendre maintenant sur les années qui ont suivi vous fera comprendre pourquoi je pense de cette façon. Ce qui a commencé cette nuit maudite est devenu une routine d'horreur qui a duré des années et des années. Chaque jour qui se levait était un jour de tourment de plus, un jour de plus où j'ai prié Dieu de me sortir bientôt de cette souffrance. Junior a transformé ma vie en une prison où j'étais prisonnière de mon propre corps, et il était le geôlier le plus cruel que vous puissiez imaginer. Chaque jour sans exception,
Il répétait les mêmes abus toujours avec ses excuses dégoûtantes de soins et hygiène le matin. Quand il me réveillait pour le petit déjeuner, il commençait déjà à me passer les mains dessus en disant qu'il vérifiait si j'avais bien dormi ou si je n'avais pas développé de plaies cutanées pendant la nuit. Mais ces vérifications étaient purement diaboliques, déguisées en soins médicaux. Pendant le bain, qui se produisait tous les jours en fin d'après-midi, il passait plus de 2 heures à me nettoyer. Il disait qu'un paralytique avait besoin d'une hygiène supplémentaire et que s'il ne le faisait pas, je pourrirais d'infection. Mais je savais que ce n'était pas du tout du nettoyage. C'était lui qui satisfaisait ses désirs malsains en utilisant mon corps comme si c'était une poupée. J'ai essayé de résister, mais comme mon bras gauche n'obéissait pas, ma jambe gauche était morte. Je dépendais de lui-même pour aller aux toilettes. La physiothérapie qu'il a inventée était un autre moment de terreur. Il a dit qu'il avait étudié sur Internet les exercices que je devais faire pour ne pas perdre complètement mes mouvements. Mais ces exercices incluaient qu'il me touchait partout, me forçant à faire des mouvements qui n'avaient rien à voir avec la récupération après un AVC. Il a manipulé mon corps comme il le voulait, disant toujours que c'était pour mon bien. Je n'ai pas fait ça, je serais paralysée pour le reste de ma vie. La nuit, c'est là que le pire s'est produit. Il a dit que j'avais besoin d'une relaxation spéciale pour bien dormir, qu'une femme avec un problème neurologique doit avoir un soulagement de la tension, sinon elle pourrait avoir un autre accident vasculaire cérébral. Et puis il me faisait des choses qui, à ce jour, me donnent la nausée, de m'en souvenir. J'ai essayé de faire semblant de dormir, mais il disait « Inutile de faire semblant, maman, je sais quand tu es réveillée et quand tu dors. » J'ai essayé de demander de l'aide de toutes les manières possibles. Lorsqu'un voisin est passé devant la maison et a regardé par la fenêtre, j'ai essayé de faire des signes avec mes yeux, j'ai essayé de bouger la tête d'une manière qui montrait du désespoir. Mais il était toujours là, toujours en train de tout contrôler. S'il remarquait que j'essayais d'attirer l'attention, il s'approchait et disait à voix haute « Maman a un peu mal aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Mais je lui ai déjà donné les médicaments, elle ira mieux bientôt quand le téléphone sonnait. Il répondait, il disait toujours à tout le monde que je ne pouvais pas parler parce que j'étais très affaiblie, que le médecin avait recommandé le repos de la voix s'ils insistaient trop pour me parler. Il m'apportait le téléphone mais restait à mes côtés, écoutant chaque mot, faisant une mauvaise grimace si j'essayais de dire quelque chose qui pourrait éveiller les soupçons. J'avais même peur de dire de l'aide parce que je savais qu'il me ferait payer plus tard. Il contrôlait tous les médicaments que je prenais en plus de ceux que le médecin avait prescrits pour l'AVC. Il m'en donnait d'autres qu'il disait avoir achetés à la pharmacie pour compléter le traitement. Je soupçonnais que c'était des médicaments pour me rendre plus docile, plus confuse parce qu'après les avoir pris, j'étais très embrouillée dans mon esprit, incapable de penser clairement sans même la force de crier quand il me maltraitait. Les visites étaient coupées une par une d'abord. Il a dit que je ne pouvais pas recevoir mon amie Nancy parce qu'elle parlait trop fort et que cela affectait ma tension artérielle. Puis il a dit que les gens de l'église ne pouvaient plus venir parce que j'étais très sensible aux foules. Il n'arrêtait pas d'inventer des excuses pour chaque personne jusqu'à il n'y avait plus personne. Nous étions complètement isolés du monde. Juste lui et moi à l'intérieur de cette maison qui est devenue mon enfer personnel. J'ai essayé de résister de différentes manières parfois. Je faisais semblant d'avoir très mal pour voir s'il s'arrêterait, mais il disait que la douleur était normale chez quelqu'un qui avait eu un AVC et que ce qu'il faisait aiderait à l'améliorer d'autres fois. J'essayais de pleurer en espérant qu'il aurait un peu de pitié, mais il disait que pleurer était aussi le symptôme d'un problème neurologique et que j'irais mieux avec le temps. Une fois, j'ai réussi à obtenir le téléphone en secret et j'ai essayé d'appeler les services d'urgence, mais mon discours était un peu pâteux à cause des médicaments qu'il m'avait donnés et la femme à l'autre bout du fil ne comprenait pas bien ce que je disais. Quand il est arrivé et a vu le téléphone dans ma main, il est devenu furieux. Il a dit que si je recommençais, il m'attacherait au lit et dirait à tout le monde que j'avais des crises à cause de l'AVC. Les années ont passé, et j'ai perdu espoir que quelqu'un découvre un jour ce qui se passait. Il avait réussi à construire l'image parfaite d'un fils dévoué. Les voisins l'ont félicité. On dit qu'il était l'exemple d'un fils qui a abandonné sa vie pour prendre soin de sa mère malade quand il sortait faire des courses ou faire quelque chose dans la rue. Tout le monde parlait bien de lui. Comment pouvait-on soupçonner une personne qui avait une telle réputation ? Il est aussi devenu de plus en plus audacieux. Il a commencé à m'emmener à des rendez-vous médicaux, et était présent à tous les examens. Il ne laissait pas le médecin m'examiner seul. Il a dit que j'étais très nerveuse sans lui à proximité, que je pouvais avoir un autre AVC si je m'agitais. Les médecins pensaient que c'était normal. Ils ont loué son dévouement. Personne n'imaginait qu'il était là pour contrôler ce que je disais pendant les consultations. Quand le médecin me demandait comment j'allais, il répondait pour moi avant même que j'ouvre la bouche. Il disait que j'évoluais bien, que je mangeais bien, que je dormais bien et que je faisais de la physiothérapie. Si le médecin insistait pour me parler directement, il disait « Docteur, parfois, elle est un peu confuse à cause de l'AVC, mais je note tout ce qui se passe à la maison et je peux mieux vous informer. » Mais un jour, après presque 8 ans de vie dans cet enfer, quelque chose s'est produit qui a tout changé. La voisine d'Axe en grave côté. « Madame,
Johnson était à la maison, malade et alité, et donc elle a passé toute la journée à la maison à un moment où elle aurait normalement dû travailler ce jour-là. Je ne pouvais pas, j'en ai pris encore et j'ai commencé à crier de désespoir pendant qu'il me maltraitait. J'ai crié avec une force que je ne savais pas avoir. J'ai crié à l'aide jusqu'à ce que ma voix disparaisse. Madame Johnson a entendu les cris à travers le mince mur qui séparait les deux maisons. Elle a dit plus tard qu'elle n'avait jamais entendu un cri de désespoir comme celui-là, que cela ressemblait à quelqu'un en train d'être torturé. Elle s'est inquiétée et est venue frapper à la porte pour voir si tout allait bien. Junior a ouvert la porte tout calmement. Il a dit que j'avais eu une crise de douleur à cause de la paralysie, qu'il m'avait déjà donné des médicaments et que j'allais déjà mieux. Mais Madame Johnson n'était pas convaincue. Elle a insisté pour me voir. Elle a dit qu'elle voulait être sûre que j'allais bien. Il a essayé de l'en empêcher, mais elle a poussé la porte et est entrée. Elle m'a trouvé au lit, tout en sueur, avec des marques de mains sur le cou. Mes yeux étaient rouges à force de pleurer. Elle a immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas, surtout parce que j'avais un air désespéré, essayant de dire quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. Madame Johnson a dit qu'elle allait appeler les services d'urgence, que je devais aller à l'hôpital. Il a essayé de la convaincre que ce n'était pas nécessaire, que c'était juste une crise normale que j'avais toujours comme ça quand j'avais mal, mais elle n'a pas écouté et a quand même appelé le 911. Pendant que nous attendions l'ambulance, elle est restée à mes côtés, me tenant ma main et j'ai essayé de dire « Au secours !» avec mes yeux parce que ma voix ne sortait pas à l'hôpital. Le médecin qui m'a soigné a trouvé quelque chose d'étrange, il a dit que j'avais des signes de stress très élevés pour une personne qui était censée être bien soignée à la maison. Il m'a demandé si je ressentais une douleur différente, si quelque chose se passait à la maison qui pourrait m'agiter. Junior, comme toujours, a répondu pour moi. Il a dit que c'était normal pour quelqu'un avec un problème neurologique, mais le médecin a insisté pour m'examiner seul. Il a dit à Junior qu'il devait faire certaines procédures et qu'il valait mieux qu'il quitte la pièce. Il a essayé de résister, mais le médecin était ferme. C'était la première fois en 8 ans que j'étais seule avec une personne qui pouvait m'aider. Lorsque le médecin a commencé l'examen, il a remarqué des signes sur mon corps qui ne correspondaient pas aux soins que j'étais censée recevoir à la maison. Le médecin a demandé si quelqu'un me faisait du mal, si j'étais maltraitée. J'ai essayé de parler mais j'étais tellement nerveux que les mots ne sortaient pas correctement. Alors il m'a demandé si je pouvais hocher la tête pour répondre oui ou non. Quand il a demandé si quelqu'un de ma famille me faisait du mal, j'ai réussi à hocher la tête oui. Quand il a demandé si c'était mon fils, confirmé à nouveau. Le médecin a appelé l'assistante sociale de l'hôpital et un psychologue. Ils sont venus me parler et ont progressivement réussi à comprendre ce qui se passait. J'ai tout dit, même avec un discours un peu pâteux, même tremblant de peur. Je leur ai parlé des abus, des attouchements, des menaces. Ils étaient horrifiés mais m'ont cru quand ils sont allés confronter Junior. Il a tout nié avec la plus grande froideur du monde. Il a dit que j'avais des délires à cause de l'AVC, qu'il était courant que les personnes souffrant de problèmes neurologiques inventent des choses, qu'il était un fils dévoué et que ses accusations étaient absurdes. Il a dit que j'étais ingrate après tout ce qu'il avait fait pour moi, qu'il avait sacrifié sa vie pour prendre soin de moi. Il était si convaincant que pendant un instant, j'ai pensé que les gens le croiraient. Il a parlé avec une telle assurance, une telle tranquillité que cela m'a presque fait douter de ma propre version. Mais l'assistante sociale a dit qu'il ferait d'autres examens sur moi, des examens plus détaillés, et que s'il découvrait un signe d'abus, il appellerait la police immédiatement. Je sais que cette histoire est lourde, mais je parie que beaucoup d'entre vous n'auront pas le courage d'appuyer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Allez-y. Prouvez-moi faux, frappe ça comme voyons si tu as vraiment du courage, parce que ce que tu vas découvrir maintenant sur ce qui s'est passé après ces examens te choquera encore plus que tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent. Les examens qu'ils m'ont fait à l'hôpital ont confirmé tout ce que j'avais dit. Le médecin légiste a trouvé des signes clairs d'abus sexuels récents et anciens sur mon corps qui prouvaient que je disais la vérité quand ils ont montré les résultats à Junior. Il a continué à nier mais maintenant il ne pouvait plus maintenir cette pose d'un fils dévoué. Le masque était tombé et tout le monde pouvait voir le monstre qu'il était vraiment. La police a été appelée et il a été arrêté sur place. Ils l'ont emmené menotté de l'hôpital pendant qu'il criait que j'étais fou, que j'inventais tout à cause de l'AVC, qu'il allait poursuivre tout le monde en diffamation. Mais ça ne servait à rien de crier, plus les preuves étaient là sur mon corps marqué par des années d'abus et personne ne pouvait nier la réalité. Je suis restée à l'hôpital pendant presque 2 semaines pendant qu'il décidait quoi faire de moi. Il n'y avait personne de ma famille proche pour prendre soin de moi, et j'étais terrifiée à l'idée de devoir aller dans une maison de retraite ou dans un endroit où je ne connaissais personne. Mais un miracle s'est produit que je n'oublierai jamais. Ma cousine Sarah est apparue. Une cousine éloignée de mon père dont je ne me souvenais même plus de l'existence. Sarah avait entendu parler de l'affaire par une amie qui travaillait à l'hôpital. Elle est venue me voir et m'a dit que même si nous ne nous étions pas parlé depuis plus de 20 ans, elle ne pouvait pas laisser un parent traverser une telle situation seule. Elle a dit qu'elle avait une maison avec une pièce au rez-de-chaussée où elle pouvait prendre soin de moi et qu'elle ne me laisserait pas sans défense. Quand j'ai entendu ces mots, j'ai pleuré pour la première fois de soulagement après des années de pleurs uniquement de désespoir.
La maison de Sarah était dans un quartier plus éloigné de Savannah, dans une rue calme pleine d'arbres et de maisons simples. Elle avait adapté la chambre pour moi avec des barres de soutien dans la salle de bain, un lit plus bas pour que je puisse m'asseoir seule, un fauteuil roulant pour que je puisse me déplacer dans la maison. Pour la première fois en 8 ans, j'étais dans un endroit où je pouvais être. Sûr que personne ne me ferait de mal. Les premiers jours chez Sarah étaient étranges, j'avais tellement peur que le moindre bruit me faisait sursauter. Quand elle s'approchait pour m'aider avec quelque chose, je me rétractais automatiquement en m'attendant à être attaquée. Mon corps avait gravé la peur d'une manière que même ceux qui voulaient m'aider me faisaient peur. Elle avait la patience d'un ange avec moi, elle parlait doucement, bougeait lentement, me prévenant toujours avant de me toucher là. Première chose que Sarah fit fut de m'emmener chez une kinésithérapeute nommée Mélissa qui avait un cabinet à proximité. Mélissa était une femme d'une quarantaine d'années. Cheveux courts, ferme mais attentionnée. Quand Sarah lui a expliqué ce qui m'était arrivé, j'ai vu qu'elle était indignée. Elle a dit qu'elle ferait tout pour m'aider à retrouver mes mouvements, que je méritais de retrouver mon indépendance. Les premières séances de kinésithérapie étaient difficiles, mon corps était trop tendu. Bloqué par la peur et le traumatisme, Mélissa a expliqué que c'était normal, que les personnes ayant subi des violences physiques aient généralement un corps très contracté comme s'ils se défendaient toujours d'une attaque. Elle a commencé lentement, juste avec des exercices de respiration et de relaxation, m'apprenant à faire à nouveau confiance à mon corps. Mais Mélissa n'était pas seulement une kinésithérapeute, elle est devenue ma confidente, mon amie, ma thérapeute. Improvisée pendant les séances, elle me laissait parler de tout ce qui s'était passé, m'écoutait sans me juger, m'aidait à comprendre que rien de tout cela n'était de ma faute. Elle disait que l'AVC n'était pas une punition de Dieu, que je ne méritais pas d'avoir traversé cette souffrance, que j'étais une survivante et non une victime. Après environ 3 mois de physiothérapie, quelque chose s'est produit qui m'a choquée. Pendant un exercice, en essayant d'atteindre un objet que Mélissa avait placé sur la table, ma main gauche a bougé toute seule pour la première fois depuis l'AVC. C'était juste un petit mouvement, les doigts se fermant un peu, mais j'ai commencé à pleurer d'émotion. Mélissa a également pleuré avec moi et a dit: tu vois, Hélé Lanard, ton corps revient à la vie. À partir de ce jour, les exercices sont devenus plus intenses. Mélissa m'a expliqué que mon cerveau créait de nouvelles connexions et que les mouvements reviendraient progressivement si je n'abandonnais pas. C'était un travail dur et douloureux parfois, mais chaque petit progrès me donnait plus d'espoir. D'abord, un peu de mouvement est revenu à mes doigts, puis à mon poignet, puis à mon coude. Ma jambe a également commencé à mieux répondre. Sarah m'a également emmenée chez un psychologue, le docteur Harrison, qui travaillait avec des personnes ayant subi un traumatisme grave. Elle m'a expliqué que j'avais 2 traumatismes à traiter. L'AVC qui a changé ma vie d'une heure à l'autre et les années d'abus qui ont suivi. Elle a dit que ce serait un long travail, que je devais être patiente avec moi-même, que la guérison d'un traumatisme ne se fait pas du jour au lendemain. Les séances avec le docteur Harrison ont été fondamentales pour que je comprenne beaucoup de choses. Elle a expliqué que ce que Junior m'avait fait avait un nom: violence sexuelle, abus d'une personne vulnérable, séquestration, que ce n'était pas de l'attention, de l'amour ou quoi que ce soit qui y ressemble. Qu'il avait utilisé ma dépendance physique pour satisfaire ses désirs malsains et que c'était un crime grave, peu importe qu'il soit mon fils ou non. Avec le temps, j'ai compris que je n'étais pas responsable de ce qui s'était passé. Je n'étais pas responsable de ayant eu un accident vasculaire cérébral, je n'étais pas responsable d'être devenu dépendant. Je n'étais pas responsable d'avoir élevé un fils qui s'est transformé en monstre. Le docteur Harrison m'a appris que les victimes d'abus se sentent toujours coupables, mais que cette culpabilité n'est pas réelle. C'est juste un moyen que l'esprit trouve pour essayer de comprendre une situation qui n'a pas de sens. Quelques mois plus tard, j'ai commencé le traitement le jour le plus excitant de ma convalescence. Mélissa a dit qu'elle allait essayer de me faire marcher seule avec juste l'aide d'une canne. J'avais peur de tomber, mais elle a dit: fais-moi confiance Hélé Lanard, tu es prête. Et en effet, j'ai réussi à faire environ 3 pas seule en tremblant mais ferme. Sarah était là à regarder et pleurait tellement que j'ai pensé qu'elle allait avoir une crise. Marcher seule a tout changé dans ma vie, je ne dépendais plus de personne pour aller aux toilettes, prendre un verre d'eau, atteindre la fenêtre et regarder la rue. Cela peut paraître idiot, mais pour quelqu'un qui n'avait pas pu bouger pendant des années, chaque mouvement était un énorme accomplissement. J'ai passé des heures à m'entraîner à marcher dans la maison, à renforcer mes jambes, à retrouver l'équilibre que l'AVC m'avait enlevé. Avec le retour de l'indépendance physique, j'ai commencé à réfléchir à ce que je devais faire de ma vie. Je ne pouvais plus travailler à l'usine textile, mon corps ne supporterait pas d'être penché sur la machine pendant des heures. Le docteur Harrison m'a suggéré de chercher une activité qui me procure du plaisir, ce serait un moyen de redémarrer ma vie professionnelle sans trop d'efforts physiques. C'est Sarah qui a suggéré le cours sur les herbes médicinales. Elle a dit: j'ai toujours eu un don pour prendre soin des plantes, que lorsque j'étais jeune, je savais faire des thés pour tout ce que ma mère m'avait beaucoup appris sur les remèdes maison.
Elle a dit qu'il y avait une dame dans le quartier qui donnait un cours de base sur les plantes médicinales, que je pourrais en apprendre davantage et peut-être même travailler avec à l'avenir. Le cours a été une merveilleuse découverte. J'ai appris des choses sur des dizaines de plantes, leurs effets, comment préparer des thés, des onguents faits maison, des sirops. Le professeur, mademoiselle Carmen, a dit que j'avais un don pour traiter avec les plantes, que ma main était bonne pour faire des remèdes. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un faisait l'éloge d'une de mes capacités qui me faisait me sentir à nouveau utile. Pendant que je me rétablissais et reconstruisais ma vie, l'affaire contre Junior était en cours au tribunal. Il a été condamné à 12 ans de prison pour viol d'une personne vulnérable, séquestration illégale et mauvais traitement. Je pensais qu'enfin justice avait été rendue, qu'il paierait pour tout ce qu'il m'avait fait pendant tant d'années. Mais ce que je n'avais pas imaginé, c'est que le système carcéral américain est une blague. Maintenant vient le moment où beaucoup de gens me jugeront. Quand j'ai découvert qu'il avait été libéré de prison pour bonne conduite après seulement 3 ans, j'ai fait un choix. Pensez-vous que j'ai eu tort de ne pas l'avoir dénoncé à nouveau lorsqu'il a essayé de me contacter? Qu'auriez-vous fait à ma place? Place parce que ce qui s'est passé après cela vous montrera que parfois la vie rend justice d'une manière à laquelle on ne s'attend même pas 3 ans après sa libération. J'étais complètement rétablie et je continuais ma vie. J'avais installé un petit magasin de produits naturels dans un espace commercial près de Forestside Park en plein centre de Savannah. Je vendais des herbes médicinales, des thés, des onguents faits maison, des sirops que je préparais moi-même. L'entreprise a tellement grandi que je ne pouvais pas la gérer seule. J'ai dû embaucher Sylvia, une jeune femme qui m'a aidé avec les ventes et qui aimait en apprendre davantage sur les plantes médicinales. Mon magasin est devenu connu dans toute la ville. Les gens sont venus chercher des remèdes pour tout maux de tête, insomnie, problèmes d'estomac, dépression, anxiété. J'ai guidé tout le monde sur la façon d'utiliser les bonnes plantes, leur ai appris à faire des thés à la maison, à donner des conseils sur la santé naturelle. Basé sur des décennies d'expérience et d'études, j'étais devenue une référence sur le sujet. J'ai gagné mon argent honnêtement, j'étais à nouveau indépendant après tant de souffrance. La routine du magasin était un délice. Je me suis réveillée tôt, j'ai pris mon café avec Sarah, j'ai marché les 4 pâtés de maison jusqu'au centre, ouvert le magasin à 8 heures du matin, organisé les herbes séchées dans les bocaux, préparé les onguents du jour. Je m'occupais de mes clients habituels qui venaient déjà me parler de la vie en plus des remèdes. C'était une vie simple mais pleine de sens et de but. Sarah a continué à vivre avec moi, mais maintenant nous étions plus comme des sœurs que comme une cousine prenant soin d'une cousine malade. Elle m'aidait au magasin le week-end, s'occupait de la maison pendant que je travaillais. Elle était ma compagne de vie, ma confidente, mon amie la plus proche. Nous avions construit une bonne routine paisible, pleine de véritable affection. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais vraiment heureuse. J'avais même trouvé un petit ami. Monsieur Anthony, un veuf de 68 ans qui fréquentait mon magasin pour acheter du thé à la mélisse pour ses nerfs après la mort de sa femme. Il connaissait toute mon histoire, respectait mon passé et me traitait avec une attention que je pensais ne plus jamais ressentir de ma vie. Nous ne vivions pas ensemble, mais nous nous voyions presque tous les jours. Nous allions à les films, se promenaient dans le parc, vivaient une belle histoire d'amour de personnes matures qui savent apprécier la bonne compagnie. Anthony était tout ce que Junior n'a jamais été: respectueux, attentionné, protecteur. Sans être contrôlant, il m'apportait des fleurs tous les vendredis, m'aidait à porter les lourdes boîtes du magasin, attendait que je ferme pour que nous puissions dîner ensemble dans un simple restaurant à proximité. Notre relation était basée sur le respect mutuel. La confiance, là. Véritable affection, c'est ainsi que l'amour devrait être. Ce furent 20 ans de paix complète, de reconstruction, du bonheur que je n'aurais jamais cru possible. J'avais réussi à transformer la douleur en but, aider les autres grâce aux plantes médicinales. J'ai reçu plusieurs invitations pour donner des conférences sur le dépassement de soi, sur l'entrepreneuriat au 3e âge, sur comment recommencer après 50 ans. Je suis devenue un exemple en vie, la femme qui a su changer les choses après avoir traversé l'enfer. Mon magasin a prospéré d'une manière que je ne pouvais pas croire. J'ai commencé à vendre un petit comptoir de 3 pieds, et j'ai fini par occuper toute la pièce avec du sol jusqu'à voir des étagères pleines de pots avec des herbes, un réfrigérateur avec des onguents faits maison, une grande table où je m'occupais des gens qui venaient chercher des conseils plus détaillés. J'avais des clients qui venaient d'autres villes juste pour acheter mes produits au cours de ces 20 années. J'ai également créé un groupe de soutien informel pour les femmes qui avaient subi des violences domestiques. Chaque mardi après la fermeture du magasin, nous nous réunissions dans l'arrière-salle pour partager des expériences et nous renforcer mutuellement. De nombreuses femmes ont réussi à sortir de relations abusives après avoir participé à ces réunions. C'était ma façon de rendre toute l'aide que j'avais reçue quand j'en avais le plus besoin. La renommée de mon magasin s'est tellement répandue que même un journaliste est venu m'interviewer. Un grand article est sorti sur l'entrepreneuriat féminin au 3e âge avec ma photo au milieu des herbes, racontant comment j'ai transformé une tragédie personnelle en une opportunité pour un nouveau départ. J'ai gardé la coupure de l'article encadrée derrière le comptoir pour me rappeler qu'il était possible de réussir dans la vie même après avoir traversé le pire. Mais un jeudi matin de l'année dernière, j'étais dans le magasin en train
d'organiser des pots de pommade à l'arnica que je venais de fabriquer lorsque j'ai entendu une voix familière demander de l'aide. C'était une voix faible et tremblante, très différente de la voix autoritaire qui m'avait terrorisée pendant tant d'années. Quand je me suis retournée pour voir qui c'était, j'ai failli tomber en arrière de peur. C'était Junior, mais pas l'homme fort et dominateur qui m'avait violée pendant une décennie là, à la porte de mon magasin. Il y avait un homme brisé, maigre, avec une peau jaunâtre, marchant avec beaucoup de difficulté en s'appuyant sur une canne. Ses cheveux étaient grisonnants et fins, ses yeux enfoncés, ses vêtements trop amples sur le corps qui avait fondu. Il semblait avoir vieilli de 20 ans au cours des 10 dernières années. Il aurait été presque méconnaissable s'il n'y avait pas eu cette voix qui me donnait encore des frissons. Il m'a vu et s'est mis à pleurer de cette manière pathétique dont pleurent les hommes lâches quand ils ont besoin d'eux. Quelque chose. Il a parlé d'une voix étranglée. Maman, je suis très malade. J'ai besoin de ton aide. Le médecin a dit que j'avais la sclérose en plaques et que je serais paralysée si je n'avais pas de soins particuliers. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Il se tenait là, à la porte de mon magasin, tremblant, espérant que je me sentirais désolée pour lui comme une mère idiote qui pardonne tout. J'ai regardé cet homme qui avait détruit tant d'années de ma vie et j'ai ressenti un calme étrange. Je n'ai pas ressenti de colère, je n'ai pas ressenti de peur, je n'ai pas ressenti de pitié. J'ai ressenti une tranquillité glaciale que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il était là, mon bourreau, dans la même situation que moi un jour, dépendant, vulnérable, ayant besoin de soins, suppliant de l'aide à quelqu'un qui l'avait blessé sans pitié ni pitié. Il a continué à parler, essayant de me déplacer. Maman, je sais que j'ai fait de mauvaises choses dans le passé, je sais que je t'ai blessé, mais maintenant, j'ai besoin de toi. Je n'ai personne d'autre au monde, tu es ma seule famille. Je vis dans une petite chambre de pension, je ne peux plus travailler, j'arrive à peine à prendre soin de moi. S'il te plaît, pardonne-moi et aidez-moi. Il utilisait la même manipulation émotionnelle que d'habitude, mais maintenant il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Sylvia, qui rangeait des herbes sur une étagère, a réalisé que quelque chose se passait, et s'est approchée. Je lui ai murmuré: tu peux aller déjeuner, je vais résoudre ça ici. Elle est partie discrètement, nous laissant seuls. Je ne voulais pas de témoins pour la conversation que j'allais avoir avec cet homme qui était autrefois mon fils. J'ai écouté tout ce qu'il avait à dire, sans l'interrompre, observant chaque détail de ce corps qui était autrefois fort et qui était maintenant affaibli. Il m'a dit que la sclérose en plaques avait commencé il y a environ 5 ans, qu'au début ce n'était qu'un engourdissement dans les jambes, mais que cela a empiré jusqu'à ce qu'il perde une partie de ses mouvements, que ses mains étaient également compromises, qu'il avait du mal à tenir des objets en équilibre en marchant sur de longues distances. Il m'a dit qu'il avait été renvoyé de son travail dans la construction parce qu'il ne pouvait plus porter de poids, que l'argent de la pension d'invalidité couvrait à peine la pièce où il vivait et la nourriture, qu'il ne pouvait plus prendre un bain correctement tout seul, que parfois il passait des jours sans pouvoir avoir un repas décent, qu'il avait peur de tomber et d'avoir personne pour aider. Quand il a fini de parler, j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit de la voix la plus ferme possible: maintenant, tu sais ce que c'est que de dépendre de quelqu'un, n'est-ce pas? Tu sais ce que c'est que de ne pas pouvoir se défendre, de devoir faire confiance à la personne qui prend soin de toi, qui ne te fera pas de mal, qui ne profitera pas de ta faiblesse. J'ai vu son visage changer de couleur quand il a compris où je voulais en venir avec ces mots. J'ai continué à parler avec une tranquillité qui m'a surprise. Te souviens-tu de ce que tu m'as fait pendant 10 ans alors que j'étais paralysée? Te souviens-tu comment tu m'as maltraité chaque jour, comment tu m'as menacé, comment tu as transformé ma vie en enfer? Te souviens-tu que je t'ai supplié d'arrêter, et tu as dit que je devais être reconnaissant parce que tu prenais soin de moi? Il a essayé de m'interrompre, mais j'ai levé la main et je ne l'ai pas laissé. C'était mon tour de parler. Il devait écouter après tant d'années à me faire taire pendant des années. Je t'ai supplié d'avoir un peu de respect, un peu d'humanité avec moi. Tu as dit que je dépendais de toi, que personne d'autre ne prendrait soin de moi, que je devais tout accepter en silence parce que c'était une faveur que tu me faisais. Maintenant c'est toi qui es dépendante, c'est toi qui as besoin de soins. J'ai vu qu'il devenait désespéré, réalisant que je n'allais pas céder au chantage émotionnel comme il s'y attendait. Il a essayé de changer de stratégie. Maman, j'étais jeune, j'étais immature, je ne savais pas ce que je faisais. Maintenant je comprends que j'ai eu tort de t'avoir blessé, je regrette tout, je jure devant Dieu que je le regrette, mais j'avais déjà entendu ce discours au moment du procès. Tu le regrettes parce que tu as besoin de moi maintenant, pas parce que tu as compris le mal que tu m'as fait. Si tu étais en bonne santé avec de l'argent indépendant, tu ne serais jamais apparu ici pour demander pardon. Ton regret est de l'intérêt personnel, pas un vrai remords. J'ai dit ça en le regardant droit dans les yeux sans détourner mon regard une seule seconde. Il a essayé la dernière carte, la plus dégoûtante de toutes. Maman, je sais que tu es une bonne personne, une personne de foi, une personne qui pardonne. Tu as toujours été comme ça, tu as toujours eu un grand cœur, tu ne laisseras pas ton propre fils mourir d'abandon. Qu'est-ce que les gens penseront s'ils savent que tu m'as refusé de l'aide? Alors j'ai ri d'une manière qui m'a même surpris. Mon fils est mort il y a longtemps, ce qui est devant moi n'est qu'un étranger qui m'a fait beaucoup de mal en effet. Et tu sais ce que les gens pensent de moi aujourd'hui? Ils pensent que je suis une femme courageuse qui a su surmonter un horrible traumatisme, qui a construit une nouvelle vie après 50 ans. C'est ce qui compte. Maintenant tu vas quitter mon magasin et ne jamais revenir. Tu vas chercher une maison de retraite publique, une institution caritative, quelqu'un qui est payé par le gouvernement pour prendre soin de toi, parce que les soins gratuits, les soins de l'amour, les soins de la famille, tu as perdu le droit à ça quand tu as décidé de me transformer en objet sexuel. Pendant une décennie entière il a quitté le magasin en titubant, en pleurant fort, mais je n'ai ressenti même pas un peu de pitié. Après son départ, j'ai verrouillé la porte du magasin,
J'ai mis le petit panneau sur fermé et je me suis assise sur la chaise derrière le comptoir. J'ai beaucoup pleuré, mais ce n'était pas un cri de tristesse, c'était un cri de libération totale. C'était comme si un énorme poids avait été enlevé de mes épaules d'un seul coup. Finalement, j'ai réussi à regarder mon agresseur dans les yeux et à dire non. J'avais réussi à avoir le pouvoir qu'il m'avait pris pendant tant d'années de terreur. J'ai appris plus tard par des connaissances qui travaillaient dans les services sociaux qu'il avait fini par être interné dans une maison de retraite publique. Une de celles que le gouvernement maintient pour les personnes qui n'ont ni famille ni argent. Je sais que sa vie là-bas n'est pas facile, qu'il dépend de la bonne volonté d'un personnel surmené pour tout, qu'il passe parfois des heures à attendre qu'on s'occupe de lui, qu'il mange de la mauvaise nourriture, qu'il dort dans une chambre collective avec d'autres malades, c'est exactement le traitement qu'il méritait. Aujourd'hui, à 72 ans, je peux dire avec certitude que je suis une femme complète et épanouie. J'ai mon magasin qui fonctionne très bien et qui me donne une indépendance financière. J'ai Sarah qui est la famille de mon cœur, j'ai Anthony qui m'aime et me respecte comme chaque femme mérite d'être aimée, j'ai une bonne santé, et encore beaucoup de projets à accomplir. J'ai créé un groupe de soutien informel pour les femmes handicapées qui a déjà aidé des dizaines de personnes à signaler des abus, à sortir de relations toxiques et à reconstruire leur vie dans la dignité chaque semaine. Je reçois des messages de femmes qui parviennent à se libérer de situations horribles après. Avoir participé à nos réunions, c'est ma façon de transformer la douleur en but. Le traumatisme en mission de vie, mon histoire prouve que peu importe votre âge, peu importe le nombre de traumatismes que vous avez subis, peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé, il est toujours possible de recommencer. L'important est de ne jamais abandonner, de demander de l'aide quand vous en avez besoin, de croire que vous méritez de bonnes choses dans la vie, que vous méritez le respect, la bienveillance, la dignité et surtout de ne jamais laisser ceux qui vous ont blessé continuer à avoir du pouvoir sur vous. Je suis Eleanor Bennett, j'ai 72 ans. Je vis ici à Savannah et voici l'histoire de ma vie, de la façon dont le pire traumatisme m'a transformée en la femme la plus forte que je connaisse. Si vous voulez plus d'histoires de dépassement comme la mienne, abonnez-vous aux chaînes Contes de grands-parents ici. Nous prouvons qu'il n'y a pas d'âge pour recommencer et que la plus douce vengeance est de bien vivre. Alors, avez-vous aimé mon histoire aujourd'hui? Je me sens victorieuse parce que j'ai lutté du mieux que j'ai pu pour surmonter toutes les difficultés. Si vous pouvez cliquer sur les carrés qui défilent sur l'écran pour voir plus de vidéos et entendre plus d'histoires de femmes guerrières comme moi, vous serez surprise de la force que nous, les femmes américaines, avons pour surmonter tout ce que la vie met sur notre chemin. La vie enseigne que celui qui sème le vent récolte la tempête et celui qui sème le mal paie un jour le prix.